Bonjour et bienvenue à tous sur CPI Sport pour ce podcast un peu particulier puisque c'est la première édition de notre nouveau Planète Sport donc c'est le format de nos débuts un petit peu qui était fait en article auparavant où on présentait l'actualité omnisport de la semaine. Cette fois donc on est passé sur un podcast, on est aujourd'hui 4 pour démarrer. Donc avec moi il y a Guillaume. Ok, Guillaume il est peut-être là, on n'entend plus. Yanis? Oui, bonsoir. Ouais, ok. Salut. Et Yanis et Cédric. Salut à tous. Ok. Alors, on va s'excuser d'avance pour les éventuels petits problèmes de liaison qu'on peut avoir, sachant que certains sont à l'international. Et je m'excuse aussi d'avance parce que je suis un peu malade, donc si vous entendez quelqu'un qui tousse dans son micro, c'est probablement moi. Mais à part ça, on va quand même essayer de faire le meilleur podcast possible. On va parler de basket d'abord. Guillaume va nous parler de ce qui s'est passé un peu sur la planète basket cette semaine. On va parler aussi de volley, puisqu'en ce moment c'est les championnats du monde, rendez-vous important. On a déjà écrit quelques articles d'ailleurs sur les championnats du monde de volley que vous pouvez retrouver sur le site. Ensuite, on va passer à la grosse actualité médiatique de la semaine qui était la Ligue des Champions, avec notamment le match PSG-Liverpool. Et enfin, moi, je vais aussi vous parler des championnats du monde de vélo qui ont déjà démarré ce week-end et qui vont se prolonger jusqu'au week-end prochain. Ok, on peut démarrer si tout le monde est là, si tout le monde m'entend, avec le basket pour Guigui. Très bien. Ouais, moi, je vais revenir sur l'actu basket de cette dernière semaine. Première chose, c'est le 3 contre 3, discipline nouvellement olympique, donc qui sera olympique dès 2020, au prochain JO de Tokyo. Et donc, on a quelques bonnes nouvelles pour le basket français. Donc, les Françaises ont été championnes d'Europe en 3 dernières. Et cette semaine, donc vendredi, nos deux équipes U23, femmes et hommes, ont été aussi vainqueurs de la Nation League, donc qui est une sorte de circuit international du 3 contre 3. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle en vue des JO 2020. Et la Fédé d'ailleurs met beaucoup l'accent sur le 3 contre 3 avec une nouvelle offre pour les licenciés dès cette année. L'autre nouvelle basket de cette semaine, ça a été le Media Day de la Jeep Elite, donc qui a commencé vendredi. Donc lors du Media Day, Claude Béral, le directeur de la LNB, a annoncé que la Jeep Elite passera à 16 au lieu de 18 clubs à partir de la saison 2020-2021, avec pour plusieurs objectifs un partage de revenus entre moins de clubs, donc une augmentation de ces revenus, et aussi alléger les calendriers vis-à-vis des groupes d'Europe qui doivent faire son entrée en Euroleague. Ouais, on t'a juste un peu moins bien entendu là sur la fin sur l'Euroleague. Quelle équipe là va faire son entrée en Euroleague? Tu nous rappelles un petit peu? Lyon-Villeurbanne, le LDLC Asvel, qui devrait faire son entrée dès la saison 2019-2020, aux dernières nouvelles. Ok, donc il y a des modifications à ce niveau-là. Du coup, ça c'était pour la partie basket de ce qui s'est passé cette semaine. Merci encore à Guillaume. On a Cédric et Yanis là qui vont nous parler un petit peu du volley puisqu'ils viennent de suivre le match France-Argentine de cet après-midi. Vous avez déjà deux articles sur les championnats du monde de volley que vous pouvez retrouver sur le site. Et c'était ces derniers jours là la deuxième phase avec la France qui a joué contre la Pologne, la Serbie et l'Argentine pour se qualifier pour la troisième phase de poule. Et pour récapituler tout ça, je laisse la parole à Yanis et à Cédric. Bah voilà, bah du coup la France avait très mal commencé cette deuxième phase de poule en perdant contre la Serbie, donc ça compliquait énormément le match. Après ils ont réussi à battre la Pologne championne en titre et là du coup ils viennent de battre l'Argentine 3-1. Et heureusement pour nous il reste un espoir parce que l'Argentine avait battu la Pologne dans cette phase de poule. Donc là il faut maintenant croiser les doigts pour que la Serbie aille battre la Pologne. Donc ce qui reste d'être compliqué au vu des derniers matchs quand même. Cédric, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça risque d'être assez compliqué. Après, la Pologne n'est pas forcément dans un bon, dans un bon mood, j'ai envie de dire. Et la Serbie est plutôt pas mal, mais après, la Serbie est déjà assurée de passer. La Serbie va pas forcément jouer à fond 100% son match vu qu'elle est assurée d'être première. Enfin, on verra. Ça se suit tout à l'heure, 19h40, l'équipe 21. Le problème, c'est que apparemment la Serbie ferait pas jouer son 6 principal, il ferait jouer le second 6 dès le départ en fait. Donc clairement, ils vont pas dans
l'optique de gagner, quoi. Alors que la Pologne joue sa qualification au final. Pourtant, si En je même me temps, ils trompe ont pas pas. besoin. Ouais, mais le truc, c'est que les points, ils sont conservés, si je dis pas de bêtises, entre la deuxième et la troisième phase de poule. Mais Donc, c'est pas, mais pour moi, c'est pas une final, c'est un Final Six, hein, c'est plus une phase de poule, hein. Non, c'est fini après, c'est un Final Six, ouais. C'est un Final Six. ok, d'accord. Donc, les points sont pas conservés pour la suite. Mm. Pour moi, c'est un Final Six, donc là, c'est fini après. D'accord. Enfin, c'est fini. Mais par contre, quand je regarde là le classement de la poule, ah oui, alors d'accord, en fait ça se joue au nombre de victoires, on va quand même préciser parce que moi j'ai pas trop suivi, C'est mais d'abord au nombre de victoires et ensuite, c'est ça. Parce que là la France a 18 points contre 17 pour la Serbie, mais à 5 matchs gagnés au lieu de 6 pour la Serbie. Donc voilà, on précise juste ça, que c'est pour ça que exactement, la France ne passerait c'est les pas. victoires qui sont prises en premier et ensuite les Mm. points. Exactement. Donc il faut absolument effectivement que ce soit la Serbie qui gagne et pas la Pologne, sinon la France est éliminée. C'est ça. Maintenant, juste là, si on passe sur le Final Six, après quelles sont les chances? Vous estimez à quoi là? Parce que on va retrouver l'Italie, le Brésil, la Russie, les États-Unis, etc. Ouais, L'équipe de France n'a pas montré le meilleur d'elle-même quand même sur l'ensemble du championnat, quoi. Ça dépend, elle a montré quand même clairement deux visages. Là, contre la Pologne conquérante et elle a retrouvé un bloc vrai qui nous avait fait défaut clairement sur le début du tournoi. Les 2-7 qu'on reprend au Brésil, après ça se perd au tie-break, mais la fin de match après le début complètement raté a été bon, alors que le Brésil reste quand même une équipe super difficile à manœuvrer. Et après, il y a eu le match contre les Pays-Bas où il y a eu de la suffisance, etc. Mais il y a eu des très bons passages quand même, donc ce sera à voir, quoi. Bon, je considère pas le match contre l'Argentine parce que c'est quand même l'adversaire le plus faible et voilà, mais on a des joueurs comme Ngapet ou comme même le Roux ou le Goff qui commencent à monter en régime et qui font vraiment du bien, quoi, sur cette fin de compétition. Ouais, pour moi, on voit surtout la différence du Mbappé du début de la compétition et de la fin de la compétition quand on a commencé à arriver dans des matchs où il y avait vraiment un enjeu où il fallait les gagner. Il a répondu présent alors qu'au début, il n'était pas forcément dans les meilleures dispositions possibles pour faire gagner son équipe, sachant que c'est la grande star de notre équipe. Sachant qu'il était blessé aussi, Et on après, rappelle. ouais, c'est ça, qui a pas joué ce match-là et qui risque de manquer aussi. Ok. Eh ben, on a fait le tour du coup sur les championnats du monde du volley. On va croiser les doigts là, on va regarder le match ce soir 19h40 Pologne-Serbie en espérant que la Serbie batte la Pologne pour qu'on puisse accéder à la suite. Sinon, on s'arrêterait au deuxième tour et là, on va pas se mentir, ça serait quand même une sacrée déception Une énorme déception. ouais, c'est ça, pour une équipe qui avait elle-même annoncé, enfin les joueurs avaient annoncé viser le titre mondial. Alors il faut, comme je l'avais écrit hein, avant le championnat, il faut pas oublier que le volley est une discipline très dense. Brésil, Italie, États-Unis, Pologne, Russie, etc. Énormément d'équipes qui peuvent prétendre au titre, donc c'est pas une honte de pas gagner, mais c'est vrai que s'arrêter après deux phases de poule, c'est quand même un petit peu décevant. Bah, j'ai envie de dire comme les dernières compétitions de fin d'année de l'équipe de France, hein. Depuis l'Euro 2015 où le dernier Euro, ça a quand même été décevant pour une équipe qui a gagné la Ligue mondiale en 2015 et 2017. L'Euro 2015, il manque. C'est clairement le problème français là, ça manque de consistance sur toute une compétition. C'est vrai, ouais, ça se passe souvent bien début de saison, Ligue mondiale, etc. Enfin, Quand il y a des matchs assez étalés, mais quand il faut être régulier sur 3 semaines d'affilée, c'est vrai que c'est souvent là que ça pêche. Je suis assez d'accord. et jusqu'à présent, on disait que c'était un manque d'expérience, etc. Mais là, on peut plus trop s'appuyer là-dessus. Et c'est quand même une équipe qui commence à avoir énormément d'expérience, avec des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, qui ont fait beaucoup de matchs internationaux, un entraîneur aussi qui commence à avoir une sacrée expérience. Donc bon, pas trop qu'est-ce qui manque, c'est sûrement un petit problème mental quand même à cette équipe de France. On l'a vu, on perd beaucoup de matchs au tie-break sur ce championnat. Il y a des gros moments d'absence pendant 2 sets carrément. Enfin, des fois, c'est un peu dommage. Ouais, on est d'accord. Bah, on a fait le bilan du coup de ce qui s'était passé cette semaine sur le championnat du monde de volley, après avoir déjà parlé de basket, et on va passer à notre gros dossier de la semaine, l'actualité majeure, c'était la Ligue des Champions, et en particulier on va parler du plus gros club français qui a pour objectif de la gagner, cette Ligue des Champions, c'est le PSG, qui se déplaçait à Liverpool, à Anfield, donc déjà gros test d'entrée, une défaite 3-2 à l'arrivée.
Il y a déjà un article qui est sorti là-dessus sur CPI Sport, je vous invite à aller le regarder, mais cette fois, on a l'avantage d'être à 4 pour débattre sur ce qui a été et surtout sur ce qui n'a pas été au PSG. Donc, qui veut démarrer, qui veut la parole là pour faire un peu l'analyse du match? Moi, j'aimerais juste rappeler juste le contexte. Après, l'analyse, je peux la laisser. Le contexte, pour moi, c'est que il faut pas qu'on oublie que le PSG s'adapte, est encore en train de s'adapter avec Tourelle qui cherche encore, qui est à mon sens pas vraiment, qui était absent. Alors qu'en face, on a Liverpool qui est en pleine confiance, qui joue avec Klopp depuis 3 ans, 4 ans, 3. 3 ans. C'est ça. Donc il y a aussi cette différence qu'il faut pas oublier à mon sens quand on analysera le match. Ok, c'est Après, je pense qu'on va parler sur les faiblesses du PSG. On en a déjà suffisamment parlé dans le podcast précédent sur le mercato et ça s'est encore vérifié, je pense, sur ce match. Donc, on va parler de Marquinhos et Bernat, je pense. Est-ce qu'il y en a un qui veut commencer là? Vas-y, Mathieu. Ok, je vais commencer par Marquinhos parce que c'est celui à qui j'ai donné la moins bonne note sur ce match-là quand j'ai fait l'article. Alors on peut parler de Marquinhos parce que enfin voilà, pour moi la première chose à dire c'est que c'est pas son poste quoi. Personne ne remet en question la qualité personnelle de Marquinhos. On est bien d'accord, je pense, pour le dire. C'est un très grand défenseur. Là, il s'est retrouvé en numéro 6 complètement perdu. Il a joué beaucoup trop bas. La raison pour laquelle Milner et Wijnaldum sont arrivés aussi souvent sur la défense, c'est que personne les a arrêtés avant, et c'était un petit peu le rôle de Marquinhos, ainsi que Rabiot, qui pour moi n'a pas mis non plus l'intensité qu'il fallait, et qui a clairement souffert de la comparaison face à Milner, dans ce domaine-là. Donc oui, Marquinhos, il a manqué, en fait il a manqué un 6 quoi, il y avait pas de 6 dans ce dispositif-là, il y avait pas cette sentinelle qui était Thiago Motta, et en fait, elle n'est même pas dans l'effectif de Paris. La seule sentinelle, c'est Lassana Diarra. Thomas Tuchel n'a pas l'air d'en vouloir. Le peu de fois où on a vu Lassana Diarra, c'était pour des performances catastrophiques. Donc cette sentinelle, elle n'y est pas. On en a déjà parlé sur le podcast du Mercato. Le problème, c'est évidemment pas résolu entre-temps. Là, Verratti était absent, certes, mais quand Verratti va revenir, qui va se mettre à cette position-là? Je ne vois toujours personne. Donc, la seule solution que je vois, c'est de passer à 3 derrière et d'avoir 2 récupérateurs l'un à côté de l'autre. De toute façon, il n'y a pas de sentinelle à Paris. Et c'est clairement ce qui a fait défaut pour moi sur ce match, principalement, évidemment. Quand tu dis passer à 3 derrière, tu veux jouer comment? Soit 3 en défense. Attends, pardon. Tu veux jouer en 5-3-2 ou en 3-5-2? C'est exactement la même chose, hein. Ça, c'est juste la façon dont tu l'écris. C'est pareil. Ok. 3 centraux, Verratti, Rabiot devant la défense, 2 pistons et puis le trio d'attaque devant. Moi, en visionnant le match une deuxième fois, je me suis rendu compte en fait que le problème du PSG, c'est qu'ils jouent coupé. Je m'explique. C'est qu'en fait, ils attaquent à 3 et ils défendent à 7. Donc contre Guingamp, Rennes, ça va aller, mais je pense qu'arriver au haut niveau européen, tu peux pas faire ça en fait. Faut que tes blocs ils soient cohésifs. Alors pas que tout le monde attaque et que tout le monde défend aussi, tout le monde attaque, c'est compliqué. On peut pas attaquer à 3. Ils sont dû s'écraser contre la défense de Liverpool. Ça a été très compliqué. Il y a une action qui est typique, c'est quand Mbappé récupère le ballon à droite, il fait la différence sur un crochet, il y a que Cavani. Alors que c'est pas une transition, ils étaient déjà installés. Et ça pour moi, c'est problématique en fait. Ok. Oui, on peut énumérer beaucoup de problèmes. Cédric, tu voulais parler tout à l'heure, je te laisse la parole. Ouais, on peut parler de, on peut parler de Bernat aussi. Donc, très clairement, dans le podcast qu'on a fait sur le Mercato, on s'est posé la question de son niveau actuel et on a pu le voir très bien sur ce match-là. Son niveau actuel est proche du catastrophique, si je peux me permettre. Il a été absent tout le match, il a été en retard, il a été mangé par Mané, il a été mangé par Salah, ça dépendait du moment. Il provoque un penalty où il a totalement pas besoin de faire la faute, sachant qu'il y a un défenseur qui est encore derrière lui. Je pense que c'est Kipembe, mais je suis pas sûr. Il a été totalement à la rue. Et puis c'est pareil, on peut parler de ce poste-là. On dit qu'on n'a pas, enfin, le PSG n'a pas
de 6, mais le PSG n'a pas de défenseur latéral gauche, parce qu'entre Bernat et l'ami Kurzawa, il y a des gros problèmes à ce niveau-là. Et en plus généralement, il y a un gros problème d'envie sur ce match-là. Ils n'ont pas eu envie. Tout le monde a joué en marchant. Les trois devant, ils ont fait aucun effort défensif. Pourtant, on connaît Cavani pour faire des efforts défensifs. Il a eu aucune envie sur ce match-là. Mbappé a fait que marcher. Neymar a regardé ses coéquipiers. Di Maria joue à un poste qui n'est pas forcément le sien et du coup, c'est aussi un peu compliqué pour lui, même s'il est capable de jouer à ce poste-là. Le problème est général. Le problème est que, contrairement aux grandes équipes où il y a une personne, un joueur, un capitaine qui a l'aura et la capacité de booster ses troupes et de faire le sale boulot, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, ce que Thiago Motta faisait, booster les joueurs, avoir le sale boulot parce que des fois il faut en mettre et taquer. Il n'existe plus au PSG. Quand on voit leur nonchalance et leur non-envie sur tout le match, ça se serait pas passé comme ça si on mettait un joueur, par exemple, comme Sergio Ramos, ou je peux en citer d'autres, mais c'est des gens qui amènent le groupe à être meilleur. Et là, au PSG, il y en a pas un. Ouais, je suis bien d'accord, je suis content que tu aies évoqué le sujet psychologique parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de tactique, que ce soit dans les médias ou même nous-mêmes, hein, on a beaucoup parlé de tactique, mais au final, le problème le plus criant, il est clairement mental, quoi. C'est vraiment, comme tu dis, ça marche, ça met pas d'envie, et le contre-exemple parfait, c'est James Milner. C'est le joueur anglais par excellence, passé par Aston Villa. Il faut pas oublier que ce mec était remplaçant à Manchester City il y a quoi, 3 ans, qu'aujourd'hui il a 33 ans, et que il a humilié pour moi, il a humilié le PSG, quoi. Donc, donc vraiment, vraiment, c'est pour moi ça la plus grosse différence, c'est le psychologique. Ok. Et du coup, est-ce qu'on pourrait pas en arriver, pas à critiquer, mais à remettre en cause déjà le capitana et puis son attitude par moment sur le terrain? 100%, 100% si. Mais Thiago Silva n'est pas un meneur d'homme. Thiago Silva n'est plus au niveau du Thiago Silva d'antan, d'avant PSG. Thiago Silva n'est pas un meneur d'homme. Thiago Silva a pas la carrure pour être défenseur central d'une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions. Pour moi, il devrait pas être capitaine. C'est aussi pour ça, pour ce genre de match-là, que le PSG a recruté Buffon pour moi. Mais là, il était C'est un suspendu. joueur qui connaît ses rendez-vous, qui a le capitanat, qui est capable de parler à un groupe, qui est capable de booster des joueurs, qui a vécu ça plus d'une fois et Mais il Le était problème, c'est que là, suspendu, tu peux être, enfin, en soi, Areola fait pas un mauvais match, à mon sens. Non, mais on non parle mais pas de ça. je te parle pas de niveau de gardien de Ouais, non, mais manière. ça, je sais, mais le problème, c'est que tu peux mettre deux gardiens, un qui fera les arrêts et un qui sera là en aboyeur. Et c'est difficile au foot d'aboyer quand t'es sur la touche. Oui, Non, mais ça on est totalement d'accord. Mais le PSG a recruté Buffon pour ce genre de match-là. Là, il est juste suspendu. Mais tu verras, je pense, à mon avis, que plus tard, quand sa suspension sera finie, c'est lui qui jouera les matchs de Ligue des Champions. Ok. parce que j'allais poser la question, ok, Thiago Silva, on peut le critiquer, mais qui d'autre? Personne d'autre, là. Sur ce terrain-là. Personne d'autre. Ah On a non, fait sur ce mieux. match-là et sur les joueurs qui sont présents sur le terrain. Et on avait vu avec le Brésil aussi que le capitana à Neymar, ça lui met trop de pression et que ça le favorise pas forcément beaucoup. Donc, enfin, j'avais lu des propositions comme ça de pourquoi pas mettre Neymar capitaine. Je suis pas sûr. Bah, du coup, transition toute trouvée, on va pas trop s'étirer en longueur non plus, mais juste pour dire que, bah, à côté de ça, en termes de mental, Paris a coulé à Liverpool, mais il y a une équipe française qui a réussi en Angleterre, c'est Lyon, qui a surclassé, en exagérant un peu, Manchester City, en allant gagner à l'Etihad, ce qui est très très difficile vu la forme actuelle de Manchester City, qui est un des favoris pour la victoire finale, la Ligue des Champions. Et ben, on a vu la différence quand une équipe met l'investissement mental qu'il faut, quand une équipe est surmotivée pour jouer des matchs comme ça, la même équipe qui avait été catastrophique à Caen et allait gagner à Manchester. Mais du coup, tu parles de niveau mental. Il faut peut-être du coup relativiser que Lyon choisit ses matchs à la différence de Paris, mais qui a plus de facilité en Ligue 1, mais qui elle a coulé en Ligue des Champions. Et c'est là que je pense qu'il va manquer un joueur comme a pu l'être Fekir finalement. Même si j'aurai vraiment un leader. Hein.
Ouais, Cédric, tu voulais rajouter un petit mot? J'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que vous dites là, à part que le comportement de Lyon a été exemplaire sur ce match-là et que c'est ce qu'on devrait voir rien que pour l'image de la France. En dehors de la France, ça a été un match, ça a été un match excellent vraiment pour l'avoir suivi et pour l'avoir regardé. Ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait pour renverser un grand d'Europe et ils l'ont fait, donc c'est bravo à eux. Ok, super. Donc ça c'était pour les clubs français. Un dernier petit mot sur la Ligue des Champions. J'en profite qu'on soit en début de saison, que pour prendre les paris qui sont forcément plus difficiles à faire en début de saison. Je voudrais avoir votre avis sur qui est le mieux placé pour remporter cette Ligue des Champions. Quel grand club est votre favori? Cédric? Là, c'est compliqué. Après seulement un match de Ligue des Champions et juste un début de saison. Euh, Beaucoup de gens vont avoir tendance à dire les mêmes clubs, mais j'avoue que j'aime bien le Barça sur ce début de saison. Ils ont trouvé vraiment, je trouve, le bon équilibre dans leur effectif. Et ils ont des très bons joueurs à tous les postes. Donc ouais, je dirais le Barça. Cédric? Il nous entend plus? Ok, bah, je vais prendre la parole avant lui alors. Je vais dire que je suis assez d'accord sur le Barça et que je rajouterai aussi l'Atlético Madrid qui me semble très bien armé, qui est euh, qui est dans la lignée de ce qu'ils font avec Simeone depuis maintenant beaucoup d'années. Et voilà, allez, Barça Atlético, ça serait mes deux favoris pour la Ligue des Champions. Cédric, à toi. Alors moi j'ai envie de donner la Juventus pour la continuité de leur défense, le retour de Bonucci qui va faire du bien, l'arrivée d'un leader comme Ronaldo. Pour moi, ils ont tous les ingrédients qui peuvent permettre d'arriver au bout de la Ligue des Champions. Ok, très bien. Donc ça c'était fini. Du coup, on a fait le tour de tout ce qui était Ligue des Champions. C'était notre gros bloc là de ce podcast. Et on va conclure par la partie sur les previews, les événements qui vont arriver cette semaine et dont on a particulièrement envie de parler. Moi, je vais vous parler du championnat du monde de cyclisme, qui est un petit peu particulier cette année. J'en avais déjà parlé quand on était sur le Tour de France et le Tour d'Espagne, puisque ça va être un championnat du monde en montagne à Innsbruck en Autriche, assez rare pour être souligné. Et on a les cadors du circuit là qui seront présents. Très très difficile de désigner des favoris. Les favoris, c'est ceux qu'on voit souvent sur les grands tours. Déjà, on peut citer notamment pour les Français des bons espoirs, des bonnes chances de remporter la course avec Bardet et Pinot, qui sont traditionnellement nos deux leaders en montagne. Du côté des Colombiens, évidemment, Miguel Angel Lopez, Nero Quintana, Rigoberto Urán. On a aussi Richie Porte pour les Australiens, Vincenzo Nibali en Italie qui a dit qu'il axerait sa saison là-dessus. En Espagne, évidemment, toujours un grand vivier. Alors il y a Alejandro Valverde. Tout dépend à quel point il se sera remis de son Tour d'Espagne assez fatigant. Il y a Pello Bilbao, il y a beaucoup d'autres coureurs qu'il faudra surveiller en tout cas. Voilà, j'en oublie sûrement là quand je fais la liste, mais ça c'est en tout cas pour la liste sur les leaders de grand tour. Euh, à part ça, on a aussi tous les coureurs sur une course, sur des courses d'un jour. Je pense à Greg Van Avermaet par exemple qui a remporté les Jeux Olympiques à Rio, qui était un peu le même modèle de course, hein, une course d'un jour avec beaucoup de montées. Je pense à Julien Alaphilippe côté français qui sera aussi un très bon espoir. Voilà, encore une fois, j'en oublie sûrement, mais en tout cas, ça sera très ouvert comme compétition. Et du coup, je pense vraiment que là, ça vaut le coup absolument de suivre ces championnats du monde de cyclisme, sachant qu'on aura eu auparavant le contre-la-montre qui s'annonce aussi très intéressant. Tom Dumoulin qui vise aussi ce contre-la-montre des championnats du monde comme son objectif de la saison, etc., etc. Donc un coup de chapeau à l'UCI qui a renouvelé
remodeler un peu le format, quoi. On a l'habitude d'attendre les derniers kilomètres pour voir les sprinters s'expliquer. Cette fois, j'ai regardé un petit peu le parcours. On a quand même 7 montées consécutives d'une côte de 8 km à 6% de moyenne et des passages à 10%. Et on finit avec une ascension particulièrement rude, 3 km, 11,5% de moyenne, des passages à 20%, donc digne du Tour d'Espagne. Donc ça va être, je pense, une course très spectaculaire. Et j'attends avec impatience d'être le week-end prochain, puisque la course a lieu dimanche, à la fin de toute la semaine de ces championnats du monde de vélo. Donc voilà le gros rendez-vous d'Innsbruck à la fin de la semaine. Autre sport du coup qui va nous concerner sur l'actualité de la semaine à venir, on va revenir un petit peu au basket. C'est avec ça qu'on avait commencé le Planète Sport de cette semaine, c'est avec ça qu'on va le finir aussi. Guy, tu voulais nous parler de la Coupe du Monde féminine. Oui, donc la Coupe du Monde qui a démarré samedi 22, donc hier, avec donc l'entrée en liste des Françaises contre la Corée. Donc c'est une victoire très facile contre la Corée hier. On a eu peur. Et donc elles joueront face à la Grèce aujourd'hui. Donc là on enregistre à 18h. Elles vont commencer leur match à 18h30. Donc vous qui nous écouterez, vous aurez le résultat à ce moment-là. Et ensuite elles affronteront le Canada mardi avant de passer aux phases finales dès jeudi pour des phases finales jeudi, vendredi et dimanche. Donc voilà, grosse intensité sur cette compétition. Donc le résumé sera disponible aux alentours du 3 octobre pour résumer donc justement cette grande compétition internationale où la France a de bonnes chances de médaille. Ok, bah merci Guillaume pour cette dernière partie. Donc on a vu ce qui s'était passé cette semaine. On a fait une grande discussion sur la Ligue des Champions de foot, le PSG, etc. On vous a parlé de 2 événements majeurs de la semaine à venir. Évidemment, on a parlé aussi du volet en review de la semaine dernière, mais les championnats du monde ne sont pas finis. Il reste la troisième phase de poule et puis le Final Four. Ça se terminera à la fin de ce mois de septembre. Et donc on va pouvoir se quitter là-dessus et se dire au revoir. Salut à tout le monde et on se retrouve bientôt sur CPI Sport. Salut. Ciao.